cette intelligence artificielle n'est plus seulement un produit, c'est plus un service, un logiciel qu'on peut utiliser, c'est quelque chose de bien plus important. Une technologie dont il faut bien dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement où elle va nous mener. Si tu es substituable à l'intelligence artificielle, évidemment, ça va être plus dur pour toi. Si tu es complémentaire, en revanche, ta productivité va augmenter et tu vas avoir besoin de moins de monde. L'intelligence artificielle est d'ores et déjà dans nos vies. On s'en sert comme autrefois le web pour s'informer, pour acheter un produit, quel qu'il soit, pour acheter un billet de train. Mais l'IA progresse à grande vitesse au point de bousculer nos certitudes. Sa puissance colossale ne va-t-elle pas contrôler nos vies, évidemment à terme, prendre le pouvoir tout simplement aux dépens de la démocratie, nous priver de nos libertés, de nos emplois aussi? Aucun métier ne semble aujourd'hui à l'abri, qu'on soit médecin, avocat, architecte, journaliste, comptable, etc. A-t-on raison d'avoir peur de l'IA? Va-t-elle nous remplacer? Pour en parler, je reçois Olivier Babot. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'université et président fondateur de l'Institut Sapiens. Alors, vous venez de publier chez Bucher-Chastel un livre coécrit avec Laurent Alexandre, dont le titre est volontairement provocateur. Ne faites plus d'études. Vous racontez comment se préparer à une société où il faudra apprendre toute sa vie. Les longues études telles qu'on les a connues, eh bien aujourd'hui c'est périmé. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Mais tout d'abord, regardez si vous voulez bien ces images. Sam Altman, kill yourself. Sam Altman, kill yourself, but not humanity. Sam Altman, kill yourself, but not humanity. Sam Altman, kill yourself, but not humanity. Des manifestations aux États-Unis provoquées par ce que l'on appelle les techlash, ceux qui ne veulent pas de l'IA et de cette nouvelle vague numérique. L'opposition à l'IA monte en flèche et ce qui est étonnant, c'est que ça concerne les jeunes générations et c'est sans précédent dans l'histoire récente puisque les nouvelles technologies, l'apparition du web, le téléphone bien plus tôt, l'informatique, tout cela a déclenché l'enthousiasme des plus jeunes et aujourd'hui, c'est un peu l'effet inverse. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène ? Oui, c'est l'une des nouvelles les plus étonnantes et peut-être les plus importantes de 2026 pour l'instant. Le fait qu'apparaît une vraie opposition, en particulier chez les plus jeunes, à ces nouvelles technologies. Depuis 25 ans, le web, la révolution numérique, même l'informatique avant, c'était un bonbon pour les plus jeunes. C'était extraordinaire. Vous aviez le web interactif avec les réseaux sociaux. C'était des possibilités nouvelles qui étaient données. On s'est tous précipités sur nos téléphones et sur les écrans et sur le divertissement que ça pouvait apporter. Au début, les 3 premières années de l'arrivée de ChatGPT, de l'IA générative, de ces chatbots, après il y en a d'autres, il y a Gemini, évidemment, il y a d'autres marques. Au début, à leur arrivée, ça a aussi été accueilli par les plus jeunes, par les étudiants aussi, par les élèves, comme un truc formidable, puisque ça permettait de faire une partie de ses devoirs. Et puis très rapidement, on s'est aperçu, et ça y est, depuis quelques mois, c'est devenu une évidence pour tout le monde, qu'il y allait avoir un revers de la médaille, que le bonbon allait se transformer en pilule relativement amère, ou risquer de se transformer en pilule amère, parce que les perspectives d'emploi, les perspectives de carrière, parce que le monde, pour les plus jeunes, devenait moins lisible, plus flou, peut-être plus inquiétant. En particulier pour les plus jeunes qui ont leur vie devant eux. Et c'est ce que ça traduit, ces grands patrons de la tech qui se font huer dans les universités quand ils font une évocation de l'IA. Oui, c'est le cas d'Eric Schmidt, un des fondateurs de Voilà. Google, qui a été hué sur un campus d'université dans l'Arizona, Mm. où il évoquait évidemment l'intelligence artificielle et tout d'un coup, il a suscité une bronca de la part des 2000 étudiants qui étaient devant lui dans l'auditorium. C'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, et effectivement, à un moment où les grands patrons sont très étonnés, ou ceux qui parlent de l'IA sont très étonnés, parce qu'ils ont l'impression qu'ils font allusion à quelque chose qui doit être désirable, qui doit créer l'excitation chez les plus jeunes. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'aujourd'hui, il y a une méfiance très grande vis-à-vis d'une technologie dont les plus jeunes ont l'impression qu'elles sont à terme facteurs plutôt de risque, de déséquilibre, peut-être effectivement de chômage, et d'autres choses qui peuvent être des craintes autour de manipulation, de la perte de pouvoir, voire de la disparition de l'humanité. Il y a énormément de craintes, des fantasmes qui sont aujourd'hui apparus et qui sont en fait liés à plein de scénarios que tous les prévisionnistes, les prospectivistes peuvent faire sur une technologie dont il faut bien dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement où elle va nous mener. En avril 2026, il y a même un cocktail Molotov qui a été lancé contre la villa de Sam Altman, Mhm. le créateur de ChatGPT. C'était à San Francisco. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura peut-être l'irruption de mouvements ultra-violents, voire d'un anti-IA terrorisme, comme il y a eu un écolo-terrorisme? C'est pas impossible du tout.
Ces grands patrons de la tech, comme Sam Altman, on pourrait parler d'Elon Musk aussi, ou chez Anthropic, évidemment d'autres patrons, mais concentrent tellement de pouvoir, leurs technologies ont tellement d'importance, ont tellement d'effets sur tellement de monde, que c'est pas très étonnant que, vous puissiez à un moment donné cristalliser une forme de violence, une forme, d'opposition qui puisse évidemment se transformer chez certaines personnes par des actes violents. Mais est-ce que ça modifie le discours de ces géants de la tech? Parce que pour l'instant, ils jouent plutôt les oiseaux de mauvais augure. Ils alimentent eux-mêmes cette peur en annonçant qu'il va y avoir un job apocalypse, comme ils disent, Mmh. et notamment sur les premiers emplois. Est-ce qu'ils vont pas devoir changer de discours? Alors, c'est vrai que c'est une grande nouveauté parce que jusque-là, les patrons de la tech, par exemple, les patrons de Google ou des grandes boîtes, de la tech, depuis l'arrivée, le développement d'internet étaient extrêmement, positifs ou même évidemment, Zuckerberg avec Facebook. Voilà, quand on les écoutait, leurs plateformes, allaient permettre, le bonheur universel et elles étaient extrêmement positives et ils étaient très rares qu'ils évoquent, le revers de la médaille. Là, on a des grands patrons qui, vont parfois proposer, comme ça a été le cas pour Elon Musk, un moratoire, même si très rapidement il change d'avis. Dire que leurs produits peuvent être objectivement dangereux. Alors, est-ce que c'est un danger qu'ils reconnaissent réellement? Est-ce que c'est de bonne foi? Est-ce que c'est un argument marketing pour montrer que leur produit est extrêmement puissant? C'est possible aussi, parce que ce sont les entreprises qui ont besoin d'attirer les capitaux en permanence. Oui, et faire monter justement la valeur de leur boîte, Exactement. qui valent d'ores et déjà plusieurs dizaines de milliards, voire plusieurs centaines de milliards de dollars. Vous avez intérêt à dire que votre produit est en train de changer le monde et quelque chose que tout le monde doit regarder parce que ça lui donne évidemment de la valeur. Mais je crois aussi que très honnêtement, ces patrons savent que leurs technologies deviennent si puissantes, et on l'a vu tout récemment avec Fable 5 et le fameux mythos d'Anthropic, une technologie qui est si puissante qu'elle devient une sorte d'arme par destination, qu'elle devient un problème de défense, un problème quasiment militaire. Et donc, on est à ce niveau-là, cette intelligence artificielle n'est plus seulement un produit, c'est plus un service, un logiciel qu'on peut utiliser, c'est quelque chose de bien plus important, puisqu'on comprend tous aujourd'hui que ça va avoir des conséquences civilisationnelles et probablement même anthropologiques. Oui, et alors, d'ailleurs, c'est étonnant parce que ces géants de l'IA ne sont pas seulement alarmistes sur l'emploi, et ils s'inquiètent d'une IA qui asservirait l'humanité. Et on parle aujourd'hui de l'arrivée d'une technomonarchie, voire d'une techno-tyrannie. C'est le scénario Terminator. Dans Terminator et Terminator 2, on s'en souvient. Ça dépend des générations, mais on s'en souvient de ce film. C'est quelque chose qui est Bah, aujourd'hui. c'est dans la mythologie américaine en Oui, plus. absolument, mais c'est Mm. c'est un des scénarios, il faut bien le dire, qui est sur la table. C'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement. C'est-à-dire la question de l'attitude d'une intelligence artificielle, une fois qu'elle aura atteint une certaine puissance et une forme d'autonomie, quelle va être sa décision vis-à-vis de l'humanité. Certains craignent que voilà, ils soient en opposition et ne voient pas l'avantage à continuer à nous servir en quelque sorte. C'est aussi un scénario qui est suggéré d'une autre façon dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, hein, film culte et qui reste une référence absolue sur la question de l'alignement des intérêts de la machine, à qui on a donné comme but de réussir sa mission vis-à-vis de l'intérêt et de la survie des êtres humains. Il faut dire en toute franchise qu'on n'est pas tout à fait sûr de l'attitude que pourrait avoir une intelligence très importante qui gagnerait, et comment gagnerait-elle, à quel moment, on ne le sait pas vraiment, mais on peut penser que ça arriverait, une forme d'autonomie et une forme de volonté, d'autonomie au sens de volonté propre. Et il paraît qu'il y a d'ores et déjà des systèmes IA qui refusent, malgré les ordres qui lui sont donnés, de détruire d'autres IA. Ce qui laisserait à penser qu'il commence à y avoir une conscience de l'IA. Oui, ce qui d'ailleurs pose la question de la conscience humaine. On ne sait pas très bien comment est la conscience humaine, donc on ne sait pas très bien comment pourrait émerger une conscience dans les machines. Et puis, on n'est pas tout à fait certain, effectivement, qu'il n'y ait pas eu déjà, il y a beaucoup d'histoires qui commencent à circuler sur une IA qui aurait, sachant qu'elle allait se faire débrancher, commencé à faire chanter la personne parce qu'elle savait par ses mails qu'elle avait une lésion extra-conjugale, donc elle les a fait chanter pour empêcher qu'elle se fasse débrancher. Ou alors elle commence à essayer de se télécharger sans le dire sur d'autres endroits pour éviter qu'elle se fasse débrancher. Peut-être que cette espèce de pulsion de vie ou de survie, elle est beaucoup plus naturelle ou beaucoup plus évidente, elle apparaît de façon beaucoup plus normale chez tout être vivant en quelque sorte, et d'une façon ou d'une autre, peut-être que sans le savoir, nous sommes en train de créer un être vivant. C'est partie des craintes qu'on peut avoir. Alors, peut-être qu'elles sont infondées, peut-être que en réalité ça reste, comme beaucoup le dénoncent aussi, une sorte de perroquet stochastique qui a des illusions d'intelligence mais qui en est extrêmement extrêmement loin. Ce serait presque en fait le scénario rassurant. On peut craindre, malheureusement, vis-à-vis, quand on regarde le résultat objectif des capacités de création, de contenu cognitive ou de surveillance des citoyens. Parce qu'on voit bien en Chine à quel point, finalement, l'IA aujourd'hui permet
essentiellement de suivre les citoyens pratiquement minute par minute, à la fois dans les aéroports, les gares, mais aussi sur la voie publique. On dit aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a 7 caméras pour un citoyen en Chine, ce qui fait qu'il y a au moins 8 milliards de caméras, ce qui est impressionnant, parce que encore une fois, c'est une société de surveillance qu'on fabrique. C'est l'autre volet de la crainte. Les tyrans jusque-là avaient réussi à imposer leur tyrannie avec finalement assez peu de technologie. La tyrannie plus la technologie, ça donne une capacité d'imposition, Mmh. évidemment Mmh. de surveillance ultra précise, dont même Orwell n'aurait pas osé rêver en 1984. Est-ce que cela peut toucher nos démocraties? On voit d'ailleurs que les grands patrons de la tech, pour l'instant, enfin aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait allégeance à Donald Trump très rapidement après son élection. On voit que les dictatures sont toujours imposées au nom du bien. Personne ne prétend le faire le mal de ses peuples. En permanence, c'est au nom du bien. On peut craindre que même dans les démocraties, au nom de la lutte contre l'insécurité, au nom de la protection des citoyens, on puisse petit à petit imposer des formes de surveillance, qui existent d'ailleurs d'ores et déjà, en Déjà, fait, hein, ouais. pour plein de raisons, qui vont s'accompagner d'une diminution de tous les degrés de liberté, la disparition de l'argent liquide en procède, par exemple, qui fait que toutes les actions, finalement, la présence dans la rue, les actions sur Internet, que tout ça va pouvoir être pisté, répertorié, traqué, évidemment officiellement dans le plus grand intérêt du citoyen honnête, mais en réalité, à la fin, bah, vous créez les conditions d'un contrôle extrêmement précis et impossible à enlever de tout citoyen. Donc un contrôle qui met entre les mains de toute personne le levier ultime du contrôle des populations. Alors, revenons au marché de l'emploi, parce que c'est ce qui nourrit d'ailleurs l'angoisse des plus jeunes et des jeunes diplômés, parce qu'ils voient bien que bah, les emplois juniors, on les supprime, finalement, ce sont Oui. les premiers qui sont supprimés. Sur le front de l'emploi, quels sont les métiers les plus menacés à court terme, à votre avis? Alors là, il y a encore beaucoup de questions, car il faut dire en toute franchise qu'il n'y a pas énormément de signes pour l'instant économiques d'une disparition massive des emplois. Bon. Il y a dans quelques domaines, en particulier les programmeurs, chez les programmeurs, une évolution effectivement ennuyeuse qui a l'air de montrer que on a beaucoup moins besoin des jeunes programmeurs. Le programmeur junior est remplacé par le programmeur senior qui utilise l'intelligence artificielle. À terme ou assez rapidement, l'une des questions est, de façon extrêmement générique, c'est de dire si tu es substituable à l'intelligence artificielle, évidemment, ça va être plus dur pour toi. Si tu es complémentaire, en revanche, ta productivité va augmenter et tu vas avoir besoin de moins de monde. Il y a plein de spéculations, mais on peut dire de façon générale que le spectacle vivant, les métiers du soin et du lien, les métiers de l'artisanat, par exemple, sont par définition préservés. On aura aussi pendant très longtemps besoin de celui qui va être le certificateur, celui qui va prendre la responsabilité peut-être de décisions qui ont été ou d'analyses faites par la machine, mais on a besoin d'un être humain qui va être celui qui va décider. Dans un premier temps, et le plus rapidement, c'est les métiers de col blanc, en particulier les métiers de col blanc d'entrée de carrière qui risquent d'être le plus attaqués, puisque vous allez pouvoir être plus facilement remplacés par l'intelligence Pour qu'il y artificielle. ait des cols blancs seniors, il faut être passé par la case col blanc junior. C'est la grande question de la Silicon Valley. Si tu peux plus être junior, comment tu deviens senior? En fait, on n'a pas de réponse. Comment se senioriser si on n'a pas déjà une place dans l'économie? Est-ce que tu peux te senioriser? Qui est capable, quand il est jeune étudiant, de se senioriser tout seul en étant autonome, indépendant? En fait, c'est extrêmement difficile. On n'a pas de réponse à cette question. Mais vous parliez aussi des métiers du soin, des métiers de la relations humaines, Oui. mais on voit l'émergence en Chine et au Japon également des fameux robots humanoïdes. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Oui, alors celui-là est un petit peu plus éloigné parce qu'à l'heure où on parle, les robots humanoïdes commencent en Chine à être commercialisés. 2027, c'est Musk qui a annoncé ses propres robots. Mais Sam Altman aussi a annoncé qu'on allait en fabriquer des millions. Il y a de très bons modèles qui commencent à monter. La réalité, c'est que c'est pas totalement au point pour faire votre cuisine et ranger votre salon, mais ça devrait assez rapidement arriver. Et le robot qui change un chauffe-eau arrivera un jour. Oui, et puis même pour réparer sa machine à laver, aujourd'hui, il suffit d'interroger l'IA et de donner la marque et la date de sortie de la machine. Mm. Et tout de suite, l'IA vous dit, ah bah c'est probablement telle pièce qu'il faut changer. Exactement. À terme, en fait, les cols bleus aussi sont donc menacés, hein, Ouais. et puis les travaux d'entretien, des choses dans les aéroports, vous pouvez avoir des robots pour nettoyer de plus en plus, et cetera. Donc ça va se développer, ce qui fait qu'on ne peut même pas avoir de planche de salut dans, des métiers, manuels. Donc on pourrait dire, il y a effectivement, encore une fois, quelques métiers comme le spectacle vivant, mais enfin, vous allez pas tout le monde ne va pas travailler, dans le spectacle vivant, ça reste extrêmement limité, évidemment. Alors, est-ce que l'IA va créer de nouveaux métiers? C'est certain.
Heu, S'il y a une chose que nous apprend, toutes les études, en particulier de Schumpeter, hein, sur ce qu'on appelle la destruction créatrice et les grands moments d'invention et de nouvelles technologies, c'est qu'il y a toujours de la destruction d'emplois et puis des créations d'emplois nouveaux. Alors si on fait un peu de retour, community manager, voilà, ça n'existait pas, il y a 20 ou 25 ans et aujourd'hui c'est devenu absolument évident. Il y a plein d'emplois nouveaux dont on ne soupçonne même pas l'existence qui vont exister, qui vont apparaître. L'une des questions importantes pour l'économie, c'est quelles seront les compétences nécessaires pour les occuper? Parce que ce que montre aussi l'histoire de la destruction créatrice, c'est que si on a remplacé des porteurs d'eau par des gestionnaires de réseaux d'eau, c'est pas du tout les mêmes compétences. Le maréchal ferrant, remplacé par le garagiste, ça demande aussi d'autres compétences. Quand on avait 30 ans pour se former, on pouvait, la nouvelle génération pouvait se former. L'une des complications du monde actuel, c'est que cette destruction créatrice, elle est extrêmement rapide, extrêmement violente. Et donc, en quelques mois, c'est probablement des populations entières qui vont devoir se former. Est-ce que tout le monde va en être capable? C'est ça qui est difficile à prévoir. Ce qui vous fait dire dans Ne faites plus d'études, coécrit avec Laurent Alexandre, que c'est plus la peine de se lancer dans les études longues. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir et qu'est-ce qu'il faut conseiller aux jeunes aujourd'hui? Ce qu'on lit dans le livre avec Laurent Alexandre, c'est que les études longues peuvent être souvent trompeuses, une perte de temps. Vous allez passer du temps à apprendre des choses qui ne sont pas nécessaires. Vous allez, par des coups d'opportunité, ne pas apprendre ce que vous auriez dû apprendre. Et surtout, la méthode d'apprentissage aussi doit changer. En réalité, ne faites plus d'études, notre livre, c'est faites des études beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre et réapprendre. Ben, c'est-à-dire se former toute sa vie. Exactement. C'est-à-dire Ça après fait le longtemps bac, qu'on faire le un ou dit. 2 ans d'études et puis commencer à travailler et se former tout au long de sa vie en fait. Probablement faire les études plus courtes. On fait d'ailleurs des études trop longues où on perd Et beaucoup même de temps. les études de médecine, 6 ou 7 ans. Les études de médecine, c'est les Un radiologue n'a plus besoin de faire autant d'études. Il faut probablement repenser ce qu'on apprend en médecine, mais le temps est effectivement une vraie donnée, puisque aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les IA sont déjà meilleurs que les médecins. On dit même qu'aujourd'hui, une femme qui déclenche un cancer du sein, si on montre à l'IA la radio qui avait été faite 5 ans avant, l'IA repère déjà le cancer, Bien ce que sûr. n'a pas repéré le médecin. Les outils diagnostiques ou les capacités de test, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des espoirs extraordinaires sur une médecine qui devrait être beaucoup plus prédictive et préventive, hein, en termes de santé publique, des choses qui devraient progresser extraordinairement. Tout ça va aller de pair aussi avec un passage de la décision médicale à la machine beaucoup plus important. Ça veut dire qu'il y aura des professionnels de santé, mais leur rôle, leur rémunération, leur nombre pose question à 10, 12 ans. Et c'est vrai des praticiens, mais c'est vrai aussi des chirurgiens et pas seulement des médecins. On est un peu à front renversé avec vous sur cette histoire, parce que finalement, vous avez une image d'économiste libéral, donc évidemment très intéressé par l'innovation, pas du tout hostile à l'innovation, et notamment à l'innovation en matière économique. Mm. Or là, on vous sent quand même très réticent et très inquiet sur ce qui va arriver dans le monde de demain avec l'arrivée de l'IA, le développement de l'IA. J'essaie de ne pas être techno-béat et en fait, je pense qu'il ne faut jamais l'avoir été. Toutes les technologies dans l'histoire de l'humanité sont souvent arrivées avec des inconvénients et des avantages. Elles ont pu avoir des effets négatifs. D'ailleurs, la révolution industrielle est une chose formidable du point de vue civilisationnel sur le long terme. Eh ben, il faut bien dire que sur le moment, elle s'est traduite par un asservissement des populations et des moments extrêmement difficiles pour beaucoup de gens. Il faut être tout à fait lucide sur les conditions technologiques. On a parlé du risque politique, mais aussi du risque d'asservissement individuel avec des technologies qui créent des phénomènes de dépendance, des phénomènes de difficulté à se concentrer qui sont objectifs. Mais Et comment qui- lutter contre ça? C'est une réglementation? C'est l'État qui va prendre le pouvoir? C'est la Commission européenne qui va édicter des réglementations pour éviter les dangers de l'IA? Alors c'est là que mon côté libéral sans doute prend le dessus, je crois. Alors bien sûr, il y a certaines législations et régulations qui sont nécessaires, mais je crois surtout que le plus difficile, c'est qu'aujourd'hui, ces nouvelles technologies exigent de chacun de nous une autodiscipline nouvelle, c'est-à-dire une capacité individuellement à nous fixer des règles, là où autrefois le monde faisait que les règles étaient plutôt des contraintes externes à laquelle il fallait résister ou qu'il fallait surmonter. Aujourd'hui, ces règles, c'est cette utilisation de l'intelligence artificielle qui nous permet, par exemple, de rester actif et non pas passif, d'en être le maître et pas le serviteur, et de continuer à l'utiliser pour maximiser notre existence humaine et dans un souci de poursuite de la sagesse qui n'est pas celui d'un servissement, alors que l'asservissement est malheureusement une des voies naturelles de ces technologies tellement elles sont puissantes. Donc c'est encore une fois une réponse en termes d'individu, en termes de liberté individuelle. Et la liberté, ça a toujours été un défi extraordinaire. En fait, notre époque contemporaine ne fait pas exception. Merci. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de cette émission.